Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale d'une semaine en Europe pour mieux célébrer les 20 ans de la chute du mur de Berlin. Je vous propose de planter le décor de la guerre froide entre l'Occident et l'Union soviétique. Aux heures les plus noires de la logique bloc contre bloc, deux villes étaient séparées par le rideau de fer alors qu'elles étaient à peine distantes de 50 km. Il s'agit de Vienne en Autriche et de Bratislava en Slovaquie qui vivent aujourd'hui encore des destins contrariés. Nous allons vous emmener dans ces deux villes, en quelque sorte sauter symboliquement le rideau de fer. Et on commence tout de suite en Autriche qui a longtemps été considérée comme le dernier rempart contre le communisme en Europe centrale. On se retrouve nécessairement à ONU City puisque Vienne abrite de très nombreuses institutions internationales aujourd'hui, des agences de l'ONU, l'AIEA, l'OSCE ou encore l'OPEP pour le pétrole. Et il est vrai qu'en 1955, lorsque l'Autriche a pris son indépendance par rapport aux puissances occupantes d'après-guerre, eh bien, elle a décidé d'être militairement neutre. Mais elle est aussi devenue un véritable nid d'espions, un point de passage idéal entre l'Ouest et l'Est, un nid d'espions célébré dans de nombreux romans noirs, comme par exemple le troisième homme de Graham Greene. Et aujourd'hui, eh bien, cette espionnite aiguë n'a pas tout à fait disparu comme nous le montre ce reportage signé Valérie Labonne. Dans la Vienne d'après-guerre, divisée entre les forces alliées, le film Le Troisième Homme illustre les prémices de la guerre qui va naître entre espions de l'Est et de l'Ouest. Sa position stratégique à la limite des deux blocs a fait de la capitale autrichienne un véritable nid d'espions. On aurait pu croire qu'après la chute du rideau de fer, tout cela serait terminé. Il n'en est rien. Après 1989, ce sont surtout les grands conflits qui ont suscité de l'activité, comme celui du Kosovo, de la Palestine, d'Israël ou d'Irak, qui ont fait venir des espions ici en Autriche. Maintenant, il y a une sorte d'évolution d'une intelligence politique vers une intelligence économique. Depuis la fin de la guerre, la neutralité de l'Autriche lui a permis d'abriter de grandes institutions internationales comme le siège de l'ONU ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Des sites stratégiques qui ne comptent pas moins de 17 000 diplomates et assimilés, dont la moitié serait liée aux services secrets selon des experts. Un terrain de jeu approprié pour les puissances venues de l'Est et du Moyen-Orient, comme l'Iran qui en 1989 organisa le meurtre d'Abdullah Gasselnoum, un opposant kurde en plein cœur de Vienne. Les agents sont souvent identifiés mais rarement inquiétés. La chose la plus importante à comprendre, c'est qu'ils n'ont pas à avoir peur des autorités autrichiennes. Ils se sentent en sécurité ici alors qu'ils ne le devraient pas. Et c'est bien ça le problème principal. Et ces actes sont loin d'être isolés. Le FSB russe surveille les réfugiés tchétchènes avec la collaboration du gouvernement, sous couvert de lutte contre le terrorisme. Certains soupçonnent même les autorités de corruption et de collusion avec ces pays. L'Autriche, à travers sa société de gestion de l'énergie, aurait investi plusieurs centaines de milliers d'euros dans une usine d'extraction de gaz en Iran. Ce qui explique aussi cette tolérance, c'est peut-être la guerre intestine qui agite les services secrets autrichiens. Il y a 25 ans, nous avions un seul et unique service d'intelligence militaire. Puis il a été divisé en deux, car le Parti socialiste voulait son propre service secret. Et le Parti conservateur voulait aussi son propre service secret. Et ils l'ont eu. C'est étrange, mais c'est l'Autriche. La dernière affaire en date est la tentative d'enlèvement de l'ancien chef des services secrets kazakhs il y a un an. Suite à cela, une commission d'enquête a été ouverte par le Parlement. L'Autriche est bien consciente qu'elle va rester dans les années à venir un terrain privilégié des opérations étrangères. Certains souhaitent donc une réforme pour un service secret autrichien plus fort et sous contrôle réel du Parlement. Signe que le rideau de fer n'est pas tout à fait levé dans les esprits. L'Autriche demeure un pôle d'attraction très important pour les pays de l'ex-bloc communiste. La population immigrée représente 10% du total de 8,5 millions d'habitants de ce pays. Et il est vrai qu'on a vu ressurgir avec le démantèlement du communisme des démons d'un autre temps que l'on croyait appartenir à la Seconde Guerre mondiale, à savoir la xénophobie, soutenue par des partis d'extrême droite très puissants, des partis d'extrême droite qui sont encore très forts en Autriche et qui imposent au gouvernement une législation de plus en plus restrictive sur l'immigration. On regarde ce reportage.
20 ans après la chute du rideau de fer, l'Autriche reste un Eldorado pour les anciens pays de l'Est. Y venir, c'est accéder à l'Europe occidentale et à une vie meilleure, en commençant par les études. Le niveau y est souvent plus élevé et certains viennent chercher le prestige du diplôme européen, comme cette Croate de 21 ans. Depuis plus de 2 ans, Anna fait des études de gestion des entreprises. Chaque année, mes parents doivent gagner de l'argent et le mettre de côté. C'est sûr que sans cette aide, je n'aurais pas eu l'opportunité de venir étudier ici. Anna n'a pas de bourse et travaille comme mannequin pour vivre. Elle envisage de retourner chez elle après ses études où maintenant son avenir est assuré. Pour ceux qui veulent s'installer en Autriche, la réalité est tout autre. C'est l'un des pays de l'Union avec les règles les plus restrictives en matière d'immigration. Maria est polonaise, elle est venue rejoindre son mari il y a 3 ans. Aujourd'hui, elle est reçue dans un centre d'accueil pour les immigrés où elle tente de trouver de l'aide pour sortir du chômage. J'aimerais bien travailler, mais pour le moment, ça n'est pas possible parce que nous n'avons pas accès au marché du travail. Pour travailler, les étrangers doivent obtenir un permis dont le nombre est limité. Il est restreint au personnel qualifié dont le salaire est d'au moins 2 000 €. Autant dire qu'il est inaccessible pour Maria, mère au foyer. Elle doit aussi suivre un programme d'intégration avec des cours d'allemand obligatoires dont la moitié sont à sa charge. Une situation très difficile à vivre. Je voudrais que ça aille mieux. J'attends que notre situation s'améliore. Si ça continue comme ça, on va certainement retourner en Pologne. C'est vraiment trop stressant de vivre comme ça. Au début des années 90, le nombre de résidents étrangers a presque doublé. Craignant un autre afflux d'immigrés après l'entrée des anciens pays de l'Est dans l'Union européenne, l'Autriche a négocié une exception à la règle de la libre circulation. Pendant 7 ans, ils ne pourront pas obtenir ce fameux permis de travail. L'extrême droite, très influente, souhaiterait même voir ce délai rallongé. Comme ce problème de différence de salaire persiste entre les pays, pour nous il est totalement injuste pour les travailleurs locaux d'ouvrir les frontières maintenant et de laisser place à la libre compétition sur le marché interne du travail. Avec l'élargissement de l'espace Schengen qui facilite la circulation des personnes, l'Autriche doit faire le pari d'intégrer l'immigration en provenance des États membres qui représentent 60% des étrangers. Il est vrai que nous sommes arrivés à un système plus strict. Et finalement, ce n'est pas quelque chose de très positif et nous devons essayer de le rendre plus juste et meilleur. Mais cela dépend des circonstances politiques du moment. Le souhait d'harmonisation de l'Europe n'est pas encore une réalité. Et le chemin semble encore difficile pour que les 27 États membres adoptent une politique commune en matière d'immigration. Nous voilà arrivés comme une lettre à la poste à Bratislava, la capitale de la Slovaquie. Il est vrai qu'un tel voyage, il y a 20 ans, était un petit peu plus compliqué. Il fallait montrer patte blanche, un certain nombre d'autorisations. Et c'est vrai aussi que cette partie d'Europe centrale a été la dernière à tomber derrière le rideau de fer en 1948. À la suite du coup de Prague qui s'est déroulé dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie. Alors aujourd'hui, eh bien, les Slovaques ont bien envie d'oublier tout de cette époque communiste. Ils sont entrés de plein pied dans l'économie de marché. Ils ont adopté la monnaie unique au 1er janvier de cette année. Et ces jeunes Slovaques sont franchement dépolitisés. C'est ce que nous montre ce reportage d'Alexis Rosenzweig. À 26 ans, Tomáš Vítek vient de réaliser le film Novembre plus 20, un documentaire sur la révolution de velours tchécoslovaque de 1989. Il espère pouvoir le projeter dans le plus d'établissements scolaires possible pour sensibiliser les plus jeunes à l'histoire récente de leur pays. Les gens de ma génération et ceux qui sont plus jeunes encore ne savent rien ou presque sur les événements qui ont transformé le pays. Ce film a été spécialement conçu pour eux pour qu'ils puissent mieux comprendre. 20 ans de capitalisme ont radicalement changé la Slovaquie. Les moins de 20 ans n'ont pas connu le communisme et pour beaucoup, comme pour ces jeunes filles, la date du 17 novembre n'évoque pas grand-chose. Le 17 novembre, je sais juste que c'est un jour férié. Moi j'ai 22 ans et je pense d'abord aux décisions que je vais devoir prendre maintenant pour mon avenir. Il y a beaucoup de gens de ma génération que ça n'intéresse pas. Parce qu'ils sont individualistes, pensent surtout à consommer et pensent avant tout à eux-mêmes.
En 1989, alors que Václav Havel prenait la tête du mouvement démocratique côté tchèque, l'acteur slovaque Milan Kňažko était un des leaders de la révolution de velours à Bratislava. En général, je crois que les gens, quand ils ont 20 ans, ils ont d'autres intérêts, comme la révolution de velours ou le communisme. Ils s'intéressent surtout sur le présent, beaucoup moins sur l'histoire. Un tout petit peu sur la future, peut-être. Ça ne veut dire rien pour eux. Ils n'ont jamais connu le communisme, ils n'ont jamais connu ce régime, donc pour eux c'est un problème intellectuel. Peut-être quand ils vont être plus âgés, ils vont s'intéresser plus. Pour intéresser les jeunes Slovaques à leur histoire, l'Institut de la mémoire de la nation a misé sur l'histoire orale et sur les documents audiovisuels. On essaie d'éveiller leur curiosité en produisant notamment des DVD avec des témoignages de plusieurs des milliers de victimes du communisme et des récits d'acteurs directs de la révolution de velours qu'on projette dans les lycées. C'est ce qui marche le mieux. Et le 17 novembre prochain, l'Institut prévoit d'organiser plusieurs événements destinés aux jeunes pour célébrer le 20e anniversaire de la révolution de velours. Voilà, c'est ici sous le pont de Bratislava que s'achève cette émission spéciale. Merci de nous avoir suivis en Autriche et en Slovaquie sur les lieux qui sont très symboliques de l'époque de la guerre froide. Et la semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous avec les Polonais et les Hongrois qui, les premiers, ont percé des brèches dans le mur, dans le rideau de fer. À très bientôt donc sur notre antenne. Restez sur France 24.